Je m'appelle Cameron, j'ai 37 ans. Et mon propre frère, le chef de la police de la ville, m'a arrêté pour usurpation d'identité d'un agent fédéral, en plein milieu du dîner dominical de ma grand-mère. Avant de vous raconter le moment où son monde entier s'est effondré, lorsque mon commandant est entré, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. La fourchette dans ma main s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Le cliquetis du couteau de ma mère contre son assiette était le seul son dans la pièce. Dehors, les rues tranquilles de Chestville, en Virginie, étaient sombres, mais à l'intérieur de la salle à manger de ma grand-mère, la lumière était aveuglante, illuminant le sourire triomphant sur le visage de mon frère. Vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'un agent fédéral, a annoncé Alex, sa voix résonnant d'une autorité qu'il avait toujours convoitée. Il a bombé le torse, son uniforme de chef de police tendu. Tous les regards à table étaient braqués sur moi. Ma mère, Eleanor, le visage masqué par une profonde déception. Mes cousins, leurs expressions un mélange de choc et de curiosité morbide. Mon oncle hochait lentement la tête, comme si cela confirmait tout le mal qu'il avait toujours pensé de moi. Seule ma grand-mère, Evelyn, à l'autre bout de la table, a rencontré mon regard. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, seulement une profonde et lassante tristesse. Alex a fait un pas délibéré en avant, sortant une paire de menottes argentées brillantes de sa ceinture. « J'ai des preuves », a-t-il déclaré, désignant un épais dossier en papier craft sur la table, « que vous vivez un mensonge. Un mensonge qui se termine ce soir. » Il pensait m'avoir. Il pensait avoir enfin acculé le mouton noir de la famille, le frère qui avait laissé cette petite ville derrière lui, tandis qu'il y était resté pour en devenir le roi. Il a vu le badge militaire d'allure officielle, pendu à un cordon autour de mon cou, et a cru que c'était un accessoire dans une mascarade pathétique. Il a vu mon silence non pas comme un contrôle, mais comme une culpabilité. Le clic métallique de la première menotte se refermant sur mon poignet a résonné dans la pièce silencieuse. L'acier froid m'a semblé une marque. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas discuté. Je l'ai juste gardé à l'œil, le laissant savourer son moment. Il a attrapé mon autre bras, le tirant derrière mon dos avec plus de force que nécessaire. Un autre clic. C'était fait. J'étais officiellement prisonnier dans la maison de ma propre famille, accusé par mon propre sang. Il pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclencher une alarme qui allait déchaîner une force sur cette petite maison tranquille, qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce dîner désastreux, comment une famille a pu se fracturer si complètement, nous devons remonter le temps. Pas seulement quelques semaines, mais 7 longues années et toute une vie de ressentiment avant cela. 7 ans. C'est le temps qui s'était écoulé depuis ma dernière visite à Chesterville. Ma vie était un monde à part. Une vie de structure, de discipline et de secret, vécue dans les confins sécurisés du Bureau de la Défense et du Renseignement Stratégique, ou OSDI. Mes journées étaient passées en briefing classifié et en session de planification stratégique, une réalité si éloignée de ma ville natale qu'elle aurait pu se trouver sur une autre planète. La communication avec ma famille était minimale. Une carte d'anniversaire ici, un appel téléphonique de vacances guindé là. C'était une distance que j'avais soigneusement, et nécessairement, cultivée. Puis, la lettre est arrivée. Ce n'était pas un email ou un SMS. C'était une lettre physique, écrite de la main de ma mère, Eleanor, en cursive bouclée et dramatique, sur un papier bleu pâle. Elle s'est frayé un chemin à travers des couches de traitement de courrier sécurisé pour atterrir sur mon bureau, telle une relique d'une autre vie. La lettre était un chef-d'œuvre d'agression passive. Elle parlait de combien la famille me manquait, de combien Alex faisait des choses merveilleuses en tant que nouveau chef de la police, une promotion qu'il avait obtenue grâce à un travail acharné. Elle mentionnait que ma grand-mère vieillissait et qu'elle aimerait me voir. La dernière ligne était l'hameçon, « Nous avons un dîner de famille chez votre grand-mère ce dimanche, à 18h. Cela fait trop longtemps, Cameron. Il est temps de rentrer à la maison. » En la lisant, je n'ai pas ressenti de chaleur. J'ai ressenti la familiarité de la culpabilité, un outil que ma mère maniait avec une précision chirurgicale. Rentrer à la maison n'était pas une joyeuse réunion. C'était une question de réaffirmer la hiérarchie familiale, avec Alex au sommet et moi à ma place désignée, le fils décevant et absent. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la lettre posée sur ma poitrine. Mon esprit,
entraîné à analyser les menaces et à prédire les résultats, à commencer à exécuter des scénarios. Le meilleur scénario était une soirée de questions gênantes et d'insultes à peine voilées. Le pire des cas, je n'étais pas sûr, mais mon instinct me disait que c'était plus qu'un simple dîner. Cela ressemblait à une convocation. Mon esprit a immédiatement repensé à la dernière fois où j'étais rentré, aux funérailles de notre père. J'étais arrivé en congé de 24 heures, mon uniforme repassé, mon chagrin, un poids silencieux et lourd dans ma poitrine. Mais au service, c'était le chagrin d'Alex qui occupait le devant de la scène. C'était lui qui était resté, celui qui avait été là jusqu'à la fin. Il se tenait à côté de ma mère, son pilier, tandis que j'étais traité comme un parent éloigné. Des gens que j'avais connus toute ma vie me serraient la main et disaient « C'est gentil de votre part d'être venu », comme si j'étais venu d'en bas de la rue au lieu de l'autre bout du monde. Après l'enterrement, il y a eu un rassemblement à la maison. Ma mère m'a pris à part, sa voix un murmure aigu. « Ton père m'a laissé la maison, bien sûr. Sa pension est réglée. Il n'avait pas beaucoup d'héritage à proprement parler, mais il a toujours dit que son héritage, c'était ses fils. » Puis elle a regardé Alex, qui tenait la cour dans le salon, et de nouveau moi. Au moins l'un de vous a compris ce que cela signifiait. L'implication était claire, j'avais abandonné mon poste. Ma carrière, dont je ne pouvais pas parler, était perçue comme une évasion égoïste. Ce jour-là, j'ai réalisé que je n'avais plus ma place ici. Alors, je suis parti le lendemain matin avant que quiconque ne se réveille. Et je n'étais pas revenu depuis. Alors, pourquoi revenir maintenant? Une partie de moi, la partie logique et analytique, me disait de brûler la lettre et de l'oublier. Mais une autre partie, plus profonde, plus têtue, ressentait une attraction. Il ne s'agissait plus de rechercher leur approbation, j'y avais renoncé depuis longtemps. Il s'agissait de les affronter en tant que l'homme que j'étais devenu, pas le garçon dont ils se souvenaient. Il s'agissait de clore un chapitre. Je me suis connecté à mon terminal et j'ai officiellement demandé un congé de 48 heures. Mon commandant, le général Delaney, l'a approuvé en quelques minutes avec un simple message, affaire de famille. Restez en sécurité, Caldwell. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je n'avais aucune idée à quel point ces mots seraient prophétiques. Le trajet vers Chesterville, c'était comme parcourir les pages de ma propre histoire. Les autoroutes s'élargissaient, puis se rétrécissaient, le paysage passant de l'étalement urbain aux collines verdoyantes parsemées de vieilles fermes. À chaque kilomètre, le poids du présent se dissipait, remplacé par le poids plus lourd et plus dense du passé. Je me suis souvenu d'un autre trajet, il y a 20 ans. J'avais 17 ans, assis sur le siège passager de la vieille camionnette Ford de mon père. Nous revenions d'une visite universitaire, une université d'État à 2 heures de route. J'étais plein d'excitation, parlant de leur programme d'ingénierie. Alex, qui était déjà au collège communautaire local avec l'intention de rejoindre l'académie de police, avait refusé de venir. Mon père écoutait patiemment, un petit sourire aux lèvres. « Tu as la tête sur les épaules, Cam », avait-il dit. « Tu vois la situation dans son ensemble. » Alex, lui, est différent. C'est un rock. C'est cette ville. Il a besoin qu'on ait besoin de lui. Toi, tu dois t'envoler. Plus tard dans la semaine, la dispute a éclaté. Mes parents étaient à la table de la cuisine, parlant d'argent. J'ai entendu la voix de ma mère, perçante et inquiète, « Nous ne pouvons pas nous le permettre, Richard. Pas avec les frais de scolarité d'Alex et l'hypothèque. Le fonds d'études que nous avons mis de côté ne couvrira pas une université d'État pour Cameron. » Eleanor, le garçon a une offre de bourse, avait argumenté mon père. Ce n'est pas une bourse complète, mais c'est un début. Nous pouvons y arriver. Il l'a mérité. Et Alex, alors, a-t-elle rétorqué. Il reste ici pour être près de nous, pour s'occuper de nous. Cameron peut simplement partir. Ce n'est pas juste. Celui qui reste devrait recevoir le soutien. J'étais resté dans le couloir, le cœur serré. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait du principe. Aux yeux de ma mère, mon ambition était une trahison. Et le manque d'ambition d'Alex était une vertu. J'ai fini par m'engager dans l'armée quelques mois plus tard. C'était une porte de sortie. Un moyen de payer mon propre avenir sans être un fardeau. Un moyen de voler sans avoir à demander la permission. Ma mère avait pleuré, non pas parce qu'elle avait peur pour moi,
mais parce qu'elle y voyait un autre rejet de la vie qu'elle pensait que je devrais mener. Maintenant, en tournant sur ce dernier tronçon de la route 29, le vieux panneau de bienvenue au Chesterville, un bon endroit où s'installer semblait me narguer. C'était un bon endroit où s'installer si l'on correspondait au moule. Ce qui n'a jamais été mon cas. Alors que je descendais Main Street, je l'ai vu. Garée sur la place réservée devant la mairie, se trouvait une toute nouvelle voiture de police. Noire et blanche, elle brillait sous le soleil de l'après-midi. En lettres dorées et audacieuses, gravées sur la porte côté conducteur, on lisait « Chef de police Alex Caldwell ». Ce n'était pas seulement un véhicule. C'était un trône, un symbole mobile de son autorité, de sa domination sur ce petit coin du monde. Je pouvais presque l'imaginer au volant, sillonnant lentement la rue, dispensant des hochements de tête et des saluts comme un roi bienveillant. Il avait réalisé tout ce qu'il avait toujours voulu. Il était le grand homme dans une petite ville. Il avait le pouvoir, le respect, le titre. Il était le fils de sa mère, celui qui était resté, celui qui comptait. J'ai garé ma berline discrète quelques maisons plus bas que celle de ma grand-mère. J'avais besoin d'un moment pour m'armer, pour endosser la version de Cameron Caldwell qui pouvait survivre à ça. Prenant une profonde inspiration, je suis sorti de la voiture. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et la pluie imminente. C'était l'odeur d'un passé que je pouvais visiter, mais auquel je ne retournerai jamais. Avant même que je puisse lever la main pour frapper à la porte de ma grand-mère, elle s'est ouverte. Evelyne se tenait là, sa petite silhouette rayonnant d'une énergie nerveuse. Elle m'a serré dans ses bras avec force, sa poigne étonnamment forte pour une femme de 80 ans. Tandis qu'elle me tenait, elle m'a chuchoté à l'oreille, sa voix si basse qu'elle était à peine un souffle. « Je suis si contente que tu sois venu, Cameron. Mais fais attention. Ton frère, il a tout planifié. Il pense qu'il a trouvé quelque chose. Ne le laisse pas t'atteindre. » Elle s'est reculée, son visage adoptant un sourire accueillant pour le bénéfice de quiconque regardait. « Entrez, entrez. Tout le monde vous attendait. » La chaleur de la maison m'a frappé. L'odeur du poulet rôti et de la tarte aux pommes. C'était l'odeur d'une maison qui n'était plus la mienne. Le salon était bondé. Une mer de visages familiers qui me semblaient maintenant étrangers. Ma mère, Eleanor, fut la première à me voir. Son sourire était fragile, une obligation sociale. « Cameron, tu es venu. Nous commencions à penser que tu nous avais oubliés. »« Bonjour, maman, ai-je dit, ma voix neutre. Puis je l'ai vu. Alex s'est levé du fauteuil en bout de pièce, le fauteuil de notre père. Il était plus grand que dans mes souvenirs. Ou peut-être se tenait-il simplement ainsi maintenant. Sa poignée de main était ferme, une démonstration de force, ses yeux brillants d'une lueur prédatrice. « Petit frère, a-t-il dit, un sourire en coin. Tu as décidé de nous honorer de ta présence, hein ? Quelque chose comme ça, ai-je répondu, retirant ma main. Les présentations se sont succédées dans un flou. Mon oncle Robert, un homme qui avait toujours misé sur la réussite d'Alex, m'a adressé un bref hochement de tête. Toujours en train de jouer au soldat, a-t-il demandé, sans attendre de réponse. Ma cousine Maya, qui avait toujours été gentille avec moi enfant, m'a offert un sourire timide et hésitant, mais a rapidement détourné le regard en voyant ma mère observer. Le message était clair, j'étais seul. Le dîner fut un cours magistral de guerre psychologique. L'arrangement des places était un jeu de pouvoir. Alex était assis en bout de table, à la place du patriarche. Ma mère était assise à sa droite. Ma grand-mère était à l'extrémité opposée, et j'étais placé à mi-chemin, un étranger à la table principale. La conversation était un fleuve constant de louanges pour Alex. « Alex, raconte à Cameron le nouvel équipement que tu as reçu pour le département, » a incité ma mère. « Raconte-lui cette collecte de fonds que tu as organisée, fiston, » a ajouté l'oncle Robert. Alex buvait tout cela, racontant ses réalisations avec une fausse modestie. Il était le protecteur de la ville, son fils préféré. Pendant tout ce temps, je suis resté silencieux, mangeant mon repas, offrant des hums et des hochements de tête non engagés. J'étais un mur blanc, ne laissant aucune prise à ses provocations. Cela, je le savais, l'exaspérait plus que n'importe quelle dispute. Il voulait une réaction. Il voulait que je me mette sur la défensive, que je discute, que je montre une faiblesse. J'étais déterminé à ne pas lui donner cette satisfaction.
Finalement, Maya s'est tournée vers moi. Ce que tu fais doit être intéressant, Cameron, a-t-elle dit, sa voix douce. Voyager et tout ça. Avant que je ne puisse répondre, ma mère l'a interrompu. Oh, Maya, ne te donne pas la peine de demander. Il ne te dira rien. C'est un grand secret. Pas comme Alex, qui partage tout avec sa famille. Le silence qui a suivi était lourd. Ma grand-mère a jeté à ma mère un regard de pure fureur, de l'autre bout de la table. Mais le mal était fait. Les lignes étaient tracées. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était un tribunal. Et j'étais celui qui était jugé. À travers les voilages de la fenêtre de la salle à manger, je l'ai remarqué. Un éclair de mouvement dans l'ombre de l'autre côté de la rue, une silhouette se détachant du tronc sombre d'un vieux chêne. C'était subtil, facilement manqué par un œil non entraîné. Mais mes yeux étaient entraînés. Pendant plus d'une décennie, ma vie avait dépendu de ma capacité à remarquer ce qui n'allait pas. Ça n'allait pas. Excusez-moi, ai-je dit, en repoussant ma chaise. Je crois que je vais prendre l'air. Ma mère a froncé les sourcils. Cameron, nous sommes au milieu du dîner. Ne sois pas impoli. Juste un instant, ai-je dit, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. Je devais confirmer mes soupçons. Dehors, l'air du soir était frais et humide. J'ai descendu les marches du porche et suis allé sur la pelouse, simulant un étirement pour soulager une crampe due au long trajet. Nonchalamment, j'ai laissé mon regard balayer la rue. Là, une berline sombre que je ne reconnaissais pas était garée 2 maisons plus loin, son moteur éteint, ses vitres teintées, et une autre silhouette était postée au coin, partiellement cachée par une haie. 2 d'entre eux, ils n'essayaient pas d'être invisibles, juste discrets. Pour un civil, ils auraient ressemblé à des voisins en promenade. Pour moi, ils ressemblaient à un périmètre. C'était un coup monté, un événement coordonné et planifié. Mon frère ne m'avait pas seulement invité à dîner pour une dispute familiale. Il mettait en scène une opération. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac, mais ce n'était pas de la peur. C'était une clarté glaçante. Il utilisait ses ressources officielles pour une vendetta personnelle. Il avait franchi une ligne très dangereuse. Je suis rentré à l'intérieur, mon visage un masque de neutralité soigneusement construit. Alors que je m'asseyais, ma mère m'a fixé d'un regard sévère et désapprobateur. « Tu es toujours si secret, Cameron », a-t-elle dit, sa voix portant à travers la table. « Tu disparais pendant des années. On entend à peine parler de toi. Ton frère est un livre ouvert. Il sert cette ville. Il partage sa vie avec nous. Qu'est-ce que tu fais de si important que tu ne peux même pas le dire à ta propre famille? C'est compliqué, maman, ai-je dit doucement, mon esprit s'emballant. Je ne faisais plus seulement face à un drame familial. C'était maintenant une situation tactique. C'est compliqué, a imité Alex, d'un rire cruel et retentissant. C'est la réponse à tout, n'est-ce pas? Pour les anniversaires manqués. Pour les dernières semaines de papa manquées, pour tout ce qui compte. Ça suffit, Alex. La voix de ma grand-mère a retenti, nette et claire, du bout de la table. Mais Alex a fait un geste de la main, dédaigneux. Non, ça ne suffit pas. Pendant des années, nous avons tous juste accepté. Le travail mystérieux de Cameron. Sa vie importante avec son gros salaire. Nous avons tous juste joué le jeu. Il a repoussé sa chaise et s'est levé, sa silhouette d'1,88 m projetant une longue ombre sur la table. Il a pris un verre de vin et l'a frappé avec une cuillère. Le tintement a fait taire toute autre conversation. En fait, a-t-il dit, ses yeux fixés sur les miens, une lueur prédatrice en eux. Je crois qu'il est grand temps que nous découvrions tous exactement ce que mon petit frère a fait, parce que j'ai fait quelques recherches. Et ce que j'ai trouvé, eh bien, c'est toute une histoire. Il avait son public maintenant. Il était le procureur, le juge et le jury. Et j'étais l'homme au banc des accusés. Alex a tendu la main et a pris l'épais dossier en papier craft que j'avais remarqué plus tôt. Il l'a claqué au centre de la table avec un bruit sourd qui a fait sursauter tout le monde. Le son était théâtral, répété. Au cours des dernières semaines, a-t-il commencé, arpentant derrière sa chaise comme un avocat prononçant son argument final, j'ai eu des doutes. Mon frère, le militaire, celui qui fait des choses secrètes pour le gouvernement. Tout cela semblait très impressionnant,
mais il n'y avait aucun détail, aucune promotion que nous pouvions célébrer, aucune histoire qu'il pouvait partager, juste un titre de poste vague et important qui lui permettait de rester loin de nous. Il a laissé cela en suspens, plantant la graine du ressentiment. Il présentait mon service comme un rejet arrogant d'eux. Alors j'ai fait ce que tout citoyen et frère préoccupé ferait. J'ai engagé un détective privé. Un murmure collectif a traversé la pièce. La main de ma mère a volé à sa bouche. Engager un détective privé pour enquêter sur votre propre frère était une escalade choquante, un acte qui brûlait le dernier pont de confiance. Mais Alex en était fier. Un bon, en plus, a-t-il poursuivi, tapant le dossier. Un gars nommé Markham. Je l'ai envoyé dans la ville où Cameron vit, et ce qu'il a trouvé est là. Il a ouvert le dossier et a commencé à sortir des photographies glacées, les jetant sur la table comme des cartes à jouer. C'étaient des photos de surveillance, moi entrant dans mon immeuble, rencontrant un collègue dans un parc. Puis, plus accablant encore, des photos de boîtes d'équipements livrées à mon adresse, certaines avec des marquages gouvernementaux. Ces boîtes, a dit Alex, pointant un doigt épais sur l'une des photos, contiennent des biens gouvernementaux restreints. Nous parlons d'électronique de pointe, d'équipements de communication ou des choses qu'un officier légitime aurait sur une base sécurisée, pas dans un appartement civil. Il a ensuite sorti une liasse de papier. Et ça, c'est le vrai coup de grâce. Mon enquêteur a réussi à obtenir des copies de documents de l'intérieur de l'appartement de Cameron, relevés financiers, journaux de communication cryptés, briefings de mission. Il en a brandi un. La majeure partie était caviardée par d'épaisses lignes noires, mais l'entête était claire, OSDI classifié. J'ai vérifié son dossier de service par des canaux secondaires, a menti Alex, sa voix dégoulinant de fausse autorité. Et devinez quoi? L'armée n'a aucune trace d'un capitaine Cameron Caldwell affecté à une unité de renseignement de haut niveau. Ils ont une trace de son service de base, bien sûr, mais ensuite, tout s'obscurcit. Presque comme si quelqu'un avait créé une fausse identité. Il s'est penché en avant, les mains à plat sur la table, le visage masqué par une fureur vertueuse. Vous voyez, mon frère n'est pas un agent secret. C'est un fraudeur. Il a utilisé un passé militaire de bas niveau pour acquérir des biens gouvernementaux, probablement en les vendant au marché noir. Il a vécu un mensonge financé par le vol de mérite et la tromperie. Il m'a finalement regardé, un sourire triomphant et pitoyable sur le visage. C'est fini, Cameron. Les jeux, les secrets. Je sais ce que vous êtes. La pièce était silencieuse, stupéfaite. Ma famille, qui me connaissait depuis toujours, me regardait maintenant comme si j'étais un étranger dangereux. Ils ne voyaient pas les sophismes logiques, les sauts impossibles dans son récit. Ils ne voyaient que le chef de police confiant et son dossier rempli de preuves, et ils le croyaient. L'air dans la pièce était lourd d'accusations. Personne ne m'a défendu. Personne n'a même remis en question le récit délirant d'Alex. Ils ont accepté sa version de la réalité parce que c'était plus facile. Cela donnait un sens aux frères et aux fils qui avaient toujours été distants, qui avaient choisi une vie qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Alors, a dit Alex, sa voix prenant un ton sombre et officiel. En tant que chef des forces de l'ordre de ce comté, il est de mon devoir d'agir. Il a commencé à contourner la table vers moi. Chaque pas était lourd, délibéré. Mon cousin, assis à côté de moi, a instinctivement reculé, tirant sa chaise comme si ma prétendue criminalité était contagieuse. Cameron Caldwell, a déclaré Alex, utilisant délibérément mon nom complet comme s'il lisait un acte d'accusation. Je vous place en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'un agent fédéral et vol de biens gouvernementaux. Il était derrière moi maintenant. J'ai senti la chaleur émanant de son corps, le parfum de sa satisfaction de soi. Il a attrapé mon bras gauche. Je n'ai pas résisté. Je l'ai laissé le tirer en arrière, mes muscles relâchés. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, a-t-il demandé, sa voix un grognement bas près de mon oreille. J'ai légèrement tourné la tête, mes yeux rencontrant les siens. J'ai gardé ma voix calme, dénuée d'émotion. Êtes-vous sûr d'avoir l'autorité pour cela, Alex? La question l'a pris au dépourvu. Ce n'était ni une supplication ni un déni. C'était une question de procédure. Ce sont des crimes fédéraux, a-t-il ricané, se reprenant rapidement. Commis par un résident de ma ville. J'ai toute autorité. Ce n'est pas comme ça que la juridiction fonctionne pour ces lois, ai-je dit calmement.
Cela relèverait du code de justice militaire uniforme. L'enquête serait menée par le corps du juge-avocat général, pas par une police locale. Vous dépassez vos compétences, chef. Pendant une fraction de seconde, une lueur de doute a traversé son visage. J'avais introduit un détail qu'il n'avait pas anticipé. Un morceau d'un monde qu'il ne comprenait pas, mais son ego l'a rapidement éteint. N'essayez pas de me faire la leçon sur la loi, espèce de fraudeur, a-t-il craché, tirant plus fort sur mon bras. Votre monde fantastique a des règles différentes. Dans le monde réel, c'est moi qui commande. C'est là qu'il a sorti les menottes. La première a claqué sur mon poignet. Alors qu'il tendait la main vers mon autre bras, ma main droite, qui reposait sur mes genoux, a bougé. Mon pouce a trouvé le petit bouton presque invisible, cousu dans la couture latérale de ma ceinture. C'était une balise d'urgence personnelle discrète, équipement standard pour les missions d'infiltration. Je l'ai maintenu enfoncé pendant 3 secondes. Une petite vibration imperceptible contre ma peau a confirmé que le signal avait été envoyé. C'était un simple appel à l'aide silencieux, transmis à un satellite et acheminé directement vers le centre de réponse fédéral le plus proche, Fort Claiborne. La deuxième menotte a claqué. Alex m'a tiré debout. Allons-y, a-t-il dit, me poussant vers la porte. Vous pourrez essayer vos théories juridiques depuis une cellule de prison. Tandis qu'il me faisait défiler dans le salon, devant les visages stupéfaits de ma famille, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Le piège s'était refermé. L'appât avait été pris. Alex pensait que son spectacle ne faisait que commencer. Il n'avait aucune idée qu'il était déjà terminé. Être conduit menotté à travers la maison de votre grand-mère est une humiliation d'un genre unique. Tous les regards me suivaient, mais personne ne parlait. Le silence était plus accablant que toute accusation. C'était un verdict. Ma famille avait rendu sa décision, et j'étais coupable. Ma mère, Eleanor, se tenait près de la cheminée, ses bras serrés autour d'elle. Elle ne voulait pas me regarder. Son visage était le portrait d'une martyre, une mère accablée par un fils criminel. Sa déception était une chose tangible, une couverture étouffante dans la pièce déjà étouffante. Elle avait voulu une raison de justifier son récit de moi comme le fils prodigue, et Alex le lui avait offert. Il n'y avait pas la moindre lueur de doute dans ses yeux, aucun instinct maternel pour se demander s'il n'y aurait pas une autre version de l'histoire. Son enfant chéri avait parlé, et c'était la fin de l'histoire. Il m'est venu à l'esprit, avec un choc nauséeux, qu'elle pouvait même être soulagée. L'ambiguïté de ma vie s'était enfin résolue en une image simple et laide qu'elle pouvait comprendre. Mon oncle Robert, qui avait toujours vécu dans l'ombre d'Alex, a simplement secoué la tête lentement, un air sinistrement satisfait sur son visage. Je savais qu'il n'était pas bon, a-t-il murmuré à ma tante, assez fort pour que je l'entende. Il m'a regardé avec un mépris ouvert. Ma cousine Maya, avec qui je construisais des cabanes dans le jardin, fixait son assiette, incapable de soutenir mon regard. Elle savait que c'était mal. Je le sentais. Mais elle était aussi captive de la loyauté tordue de cette famille, trop effrayée pour s'exprimer contre son roi autoproclamé. Son silence était né de la peur, pas de la conviction. Mais il servait le même but. Il me laissait complètement seul. La seule personne qui m'a regardé dans les yeux, c'était ma grand-mère. Elle se tenait près de la porte, les mains jointes devant elle. Alors qu'Alex me poussait, ses yeux ont rencontré les miens. Et en eux, j'ai vu un univers de regret et une lueur d'autre chose. D'espoir. Elle m'avait prévenu. Elle m'avait dit qu'il planifiait cela. À ce moment-là, j'ai compris. Elle ne m'avait pas seulement prévenu. Elle avait voulu que cela arrive. Elle avait voulu que son poison soit mis à nu. Peu importe à quel point c'était laid, elle savait que c'était le seul moyen de l'arrêter. Ce n'était pas seulement mon combat. C'était aussi le sien. Dans cette longue marche silencieuse de la salle à manger à la porte d'entrée, j'ai abandonné le dernier espoir que cette famille puisse être sauvée. Les liens n'avaient pas seulement été tendus. Ils avaient été délibérément, méthodiquement rompus par l'ambition et la jalousie. Je ne perdais pas une famille. Je reconnaissais enfin que je n'en avais jamais vraiment une, pour commencer. Et dans cette froide et dure réalisation, il y avait une étrange forme de liberté. Il n'y avait plus rien à protéger, plus rien à prouver. Tout ce que j'avais à faire maintenant était d'attendre que la vérité arrive.
Alex m'a poussé sur le porche d'entrée et dans l'air humide de la nuit. Les deux silhouettes que j'avais vues plus tôt se sont matérialisées de l'ombre. C'étaient des adjoints du shérif, jeunes et nerveux, clairement impressionnés par leur chef. « Mettez-le dans la voiture », a ordonné Alex, sa voix pleine de suffisance. Il savourait ça. Il a sorti son téléphone et a passé un appel, élevant sa voix assez fort pour que je l'entende. « Oui, c'est moi. Il est en garde à vue, comme nous le pensions. Un sacré personnage. Préparez une cellule de détention. La spéciale. Je veux qu'il soit traité personnellement par moi. Non, pas d'appel. Il risque de s'enfuir. Usurpation d'identité fédérale, crime majeur. Il construisait son dossier, créant un récit pour ses adjoints, pour le registre officiel, pour la ville. Il était le héros qui avait démasqué un dangereux escroc se cachant dans sa propre famille. Pendant qu'il savourait son moment, mon esprit était une horloge. Le signal avait été envoyé depuis un appareil de qualité militaire. Ce n'était pas un appel au 911 qui irait à un répartiteur local. C'était une alerte directe à un réseau qui opérait à un niveau différent. Fort Claiborne était à 47 miles. L'équipe d'intervention rapide de service aurait été dépêchée à la seconde où mon signal aurait été confirmé. Le temps de réponse standard pour une alerte d'agent compromis dans un environnement domestique non hostile était entre 12 et 15 minutes. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. C'était une montre de terrain simple et robuste. Il s'était écoulé 4 minutes depuis que j'avais appuyé sur le bouton. Alex a terminé son appel et s'est tourné vers moi, son visage illuminé par la lumière du Porsche. « Tu sais, j'ai presque pitié de toi », a-t-il dit. Sa voix un ronronnement bas et condescendant. Tout cet effort, toutes ces années de mensonges. Pourquoi faire? Pour finir dans une cellule de la ville que tu as fui? C'est pathétique. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé au-delà de lui, dans la rue sombre et tranquille. 5 minutes. Les adjoints ont ouvert la portière arrière du véhicule de patrouille. L'un d'eux m'a mis la main sur la tête pour me guider, procédure standard. Le vinyle de la banquette arrière était froid contre ma peau. 6 minutes. Alex a claqué la portière et s'est penché par la fenêtre ouverte. Tu auras beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui n'a pas marché. Il a dit, peut-être que tu apprendras enfin que tu ne peux pas construire une vie sur des mensonges. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Il se tenait là, me faisant la morale sur l'honnêteté, tandis que toute son identité était basée sur le fait d'être le gros poisson d'une petite mare stagnante. Son pouvoir était une illusion, soutenue par la peur et la déférence des habitants d'une ville trop petite pour savoir mieux. 8 minutes. Mon cœur était stable. Ma respiration était régulière. Dans mon travail, on apprend à attendre. On apprend à faire confiance à son entraînement, à son équipe, et à sa technologie. L'attente est la partie la plus difficile, mais c'est aussi là qu'on gagne ou qu'on perd. Alex pensait qu'il avait déjà gagné. Il avait tort. Il se tenait sur les lieux de sa propre exécution et n'avait aucune idée que le peloton d'exécution était déjà en route. 10 minutes. Il était sur le point de recevoir une leçon très abrupte, très publique, sur la compétence juridictionnelle. À la 12e minute, cela a commencé. Ce n'était pas une sirène forte. C'était un son bien plus intimidant. Le ronronnement bas et synchronisé de moteurs puissants se déplaçant à grande vitesse. Puis, 2 ensembles de phares ont traversé l'obscurité au bout de la rue, non pas clignotants, mais des faisceaux perçants et stables. Ce n'étaient pas des voitures de police. C'étaient de grands VUS noirs, fournis par le gouvernement, du genre qui n'ont pas de chrome et semblaient absorber la lumière autour d'eux. Ils n'ont pas ralenti à l'approche. Ils ont accéléré, convergeant sur la maison de ma grand-mère des 2 côtés de la rue, exécutant parfaitement un mouvement de tenaille. Ils ont freiné en hurlant, bloquant entièrement la route, leurs phares épinglant le véhicule de patrouille d'Alex dans un éblouissement brillant et inéluctable. Alex, qui était appuyé contre sa voiture, s'est redressé, aveuglé et confus. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il marmonné. « La police d'État ? Je n'ai pas appelé de renfort. » Les portes des VUS se sont ouvertes simultanément. Des hommes en tenue tactique noire, armés de fusils à canon court, en ont jailli. Ils se sont déplacés avec une efficacité fluide et terrifiante. Ce n'étaient pas des flics. C'étaient des agents fédéraux.
Ils ont établi un périmètre autour de la maison en quelques secondes. Leurs mouvements étaient précis et silencieux. Ils se déplaçaient comme un seul organisme, un prédateur qui se referme sur sa proie. Les deux jeunes adjoints se sont figés, leurs mains hésitant incertainement près de leurs armes de poing. Ils étaient désespérément dépassés, et ils le savaient. Leur autorité de petite ville venait de s'évanouir. Du VUS de tête, un homme en costume impeccable est sorti. Il était calme, son visage impassible. Il a marché directement vers Alex, ses pas résonnant dans le silence soudain étendu. « Êtes-vous le chef Alex Caldwell » a demandé l'homme, sa voix plate et dénuée de toute émotion. Alex a bombé le torse, essayant de retrouver une certaine contenance d'autorité. « Oui. »« Et qui êtes-vous ?»« C'est ma scène de crime. »« Identifiez-vous. » L'homme en costume n'a même pas cligné des yeux. Il a brandi ses papiers. Agent spécial Rollins, Federal Bureau of Investigation. Ce n'est plus votre scène de crime. C'est maintenant une affaire de sécurité nationale. Éloignez-vous du véhicule. Sécurité nationale? Alex a ricané, bien qu'une légère incertitude ait teinté sa voix. Ne soyez pas ridicule. J'ai un usurpateur d'identité fédérale en garde à vue. C'est une affaire locale que je gère. Les yeux de l'agent Rollins étaient comme des éclats de glace. Vous avez commis une grave erreur, chef. Une très grave erreur. Il a fait un signe de tête à deux de ses agents. Immobilisez-le. Avant qu'Alex ne puisse réagir, deux agents étaient sur lui. Ils ne l'ont pas brutalisé. Leur mouvement était net, clinique. L'un a retiré son arme de son étui pendant que l'autre lui guidait doucement mais fermement les mains derrière le dos. « Qu'est-ce que vous faites » a balbutié Alex. Son visage un mélange de rage et d'incrédulité. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le chef de la police. J'ai l'autorité juridictionnelle. » Votre autorité prend fin là où la loi fédérale commence, a dit Rollins calmement, comme s'il expliquait les règles à un enfant. Il s'est ensuite dirigé vers la voiture de patrouille et a ouvert ma portière. Il m'a regardé, puis les menottes. Il s'est tourné vers l'un des adjoints stupéfaits. « Donnez-moi la clé. » Le jeune homme a cherché la clé en tâtonnant, ses mains tremblantes. Rollins l'a prise, a déverrouillé mes menottes et m'a aidé à sortir de la voiture. Il m'a examiné de haut en bas, son regard professionnel vérifiant toute blessure. « Monsieur, êtes-vous blessé ?»« Je vais bien, Rollins, » ai-je dit, en frottant mes poignets. Le nom sur son badge m'était familier. Nous nous étions croisés lors d'un groupe de travail conjoint il y a quelques années. Alex fixait, la mâchoire pendante. La vue de cet agent fédéral de haut niveau me traitant avec déférence, m'appelant monsieur, avait court-circuité son cerveau. La fondation de sa réalité commençait à s'effondrer. Mais le véritable tremblement de terre était encore à venir. Au moment où l'agent Rollins reculait, la porte arrière du VUS de tête s'est ouverte. L'homme qui en est sorti avait la cinquantaine, grand et large d'épaules, avec des cheveux argentés et un visage qui semblait sculpté dans le granit. Il portait l'uniforme de classe d'un général de l'armée des États-Unis. Sa poitrine était une constellation de rubans et de médailles qui racontait l'histoire d'une vie de service. Sur ses épaules se trouvaient les 2 étoiles d'argent d'un général de division. C'était le général Marcus Delaney, mon commandant à l'OSDI, un homme qui rendait directement compte au chef d'état-major. Il a traversé la scène, passant devant les agents tactiques, ses bottes polies claquant sur l'asphalte. Il n'a pas regardé Alex. Il n'a pas regardé les adjoints ni les voisins qui regardaient maintenant derrière leurs rideaux. Ses yeux étaient fixés sur moi. Il s'est arrêté à 60 centimètres de moi, sa posture droite comme un piquet. Dans le silence stupéfait de cette nuit virginienne, il a levé la main dans un salut impeccable et parfait. « Général Caldwell » a-t-il dit, sa voix un baryton grave et puissant qui portait avec une autorité absolue. « Nous avons reçu votre signal. Êtes-vous en sécurité ?» Le titre a plané dans l'air, une onde de choc qui a aplati tout sur son passage. Général Caldwell. C'est le moment qui a tout changé, quand la vérité a enfin éclaté. Merci d'être resté avec moi jusqu'à ce point. Vous êtes incroyable. Aidez-moi s'il vous plaît en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre 1 ci-dessous, juste pour que je sache que vous êtes arrivé si loin avec moi. Cela n'aide pas seulement plus de personnes à trouver cette histoire.
Cela me dit que mes expériences ont un sens pour quelqu'un quelque part. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. La réaction a été instantanée. L'agent Rollins et les autres agents fédéraux se sont mis au garde à vous. Les deux jeunes adjoints semblaient sur le point de s'évanouir, et Alex, mon frère, le tout-puissant chef de la police, son visage s'est effondré. L'arrogance, le triomphe, la certitude. Tout s'est évaporé, remplacé par une confusion pâle et maladive. Son esprit s'activait frénétiquement pour traiter l'impossible. Le frère qu'il avait qualifié de fraudeur pathétique, de simple criminel, était un général, pas un capitaine, pas un major, un général 2 étoiles dans un commandement de renseignement hautement classifié. Dans la hiérarchie rigide qu'Alex vénérait, je le surpassais d'une mesure qu'il ne pouvait même pas calculer. Le général Delaney a baissé son salut. Rollins, a-t-il dit, sans me quitter des yeux. Rapport. Le sujet est sécurisé, général, a répondu Rollins. L'officier local a été neutralisé. Il est identifié comme Alex Caldwell, frère du général Caldwell. Delaney a finalement tourné la tête, son regard se posant sur Alex avec le poids d'une avalanche. Chef Caldwell, a-t-il dit, le titre dégoulinant de mépris. Vous êtes en violation d'au moins une douzaine de lois fédérales et d'articles du Code de justice militaire uniforme, détention illégale d'un officier supérieur, ingérence avec un actif de sécurité nationale, conspiration et manipulation volontaire d'informations classifiées. La liste est longue, a-t-il fait signe aux agents qui tenaient Alex. Il est par la présente relevé de ses fonctions et placé sous garde fédérale. Il ne doit pas quitter le comté en attendant une enquête complète de l'inspecteur général et du département de la justice. Qu'on me le sorte de la vue. Les agents ont commencé à emmener Alex. Il a finalement retrouvé sa voix, un couinement pathétique et désespéré. Mais je ne savais pas. C'est mon frère. Je pensais qu'il mentait. J'essayais de protéger ma ville. Le général Delaney a fait un pas vers lui, sa voix tombant à un murmure mortel. L'ignorance n'est pas une défense, fiston. Vous avez laissé votre mesquine jalousie et votre ego de petite ville mettre en danger un homme qui a sacrifié plus pour ce pays que vous ne pourriez jamais le comprendre. Vous n'avez pas seulement arrêté votre frère ce soir, vous avez commis un suicide professionnel. Vous avez déshonoré votre uniforme, votre nom de famille et la mémoire de votre père. Ils l'ont poussé à l'arrière d'un des VUS. Alors que la porte se refermait, ses yeux ont rencontré les miens à travers la vitre teintée, et pour la première fois de ma vie, j'y ai vu une peur authentique. Le roi avait été détrôné, et il était sur le point d'être exilé de son propre royaume. Alex parti, un calme surréaliste s'est installé sur la scène. Les agents tactiques ont maintenu leur périmètre. Un mur silencieux et imposant de puissance fédérale, dans cette rue résidentielle tranquille. À l'intérieur de la maison, la famille s'était regroupée aux fenêtres, les visages pâles et pressés contre la vitre. Le général Delaney s'est tourné vers moi. Entrons, Cameron. Nous devons sécuriser tout matériel compromis et évaluer les dégâts. Alors que nous montions les marches du porche, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère se tenait là, le visage livide. Elle a regardé l'uniforme du général, les étoiles sur ses épaules, et puis moi. Son esprit luttait clairement pour concilier le fils qu'elle pensait connaître avec l'homme qui se tenait devant elle. Marcus, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. Elle le connaissait. Des années auparavant, avant ses promotions, avant la mort de mon père, Delaney avait été un de ses collègues. Ils avaient servi ensemble. Éléanore, a dit le général, son ton professionnel mais froid. Cela fait longtemps. J'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. Que se passe-t-il, a-t-elle supplié, ses yeux allant de l'un à l'autre. Alex, il a fait une erreur. Il n'a pas compris. Vous devez leur dire de le laisser partir. Tout cela est un malentendu. Votre fils, Alex, l'a corrigé Delaney, sa voix sèche, est une honte pour l'insigne qu'il porte. Il a obtenu illégalement des renseignements classifiés, les a introduits dans une habitation civile non sécurisée. Et les a utilisés pour détenir illégalement un officier général de l'armée des États-Unis. Son erreur, comme vous l'appelez, sera examinée par un procureur fédéral. Il n'y a rien à mal comprendre. Ma mère a tressailli comme si elle avait été frappée. Elle a essayé de faire appel à une histoire partagée, à une époque où les choses étaient plus simples. Mais vous connaissiez Richard.
Vous connaissiez notre famille. Il aurait voulu que vous protégiez Alex. Je connaissais Richard, la coupée de l'année. Et il aurait eu honte. Honte que l'un de ses fils ait laissé l'envie le ronger de l'intérieur et que l'autre ait dû l'endurer. Ces mots étaient brutaux. Une frappe chirurgicale contre l'image familiale idéalisée à laquelle elle s'accrochait. L'agent Rollins et 2 autres agents nous ont dépassés et sont entrés dans la salle à manger. J'ai entendu le bruit sec de la collecte des photos et des documents qu'Alex avait étalés sur la table. C'était maintenant des preuves dans une affaire bien plus grave qu'Alex n'aurait pu l'imaginer. Ma mère m'a regardé, ses yeux remplis d'une confusion désespérée et frénétique qui s'est vite transformée en accusation. Un général? Tu es un général? Pourquoi? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Tu as laissé faire. Tu l'as laissé se faire ça à lui-même. Tu aurais pu l'arrêter. L'accusation a plané dans l'air, a coupé le souffle par son injustice. Le blâme, comme toujours, m'était renvoyé. Ce n'était pas la faute d'Alex d'avoir orchestré une arrestation illégale et malveillante. C'était ma faute de ne pas avoir mieux géré sa jalousie, de ne pas avoir révélé un secret dont ma propre vie, et la vie de ceux sous mon commandement, dépendaient. La logique était si tordue, si profondément enracinée dans le dysfonctionnement de notre famille que, pendant un instant, je n'ai pu que la regarder avec incrédulité. J'ai pris une profonde inspiration, l'air frais de la nuit me semblant la première bouffée d'air pur que j'avais prise depuis des années. J'ai regardé au-delà de ma mère, vers la famille blottie dans le salon, leur visage un mélange de peur et de confusion. Puis je l'ai regardé directement. Pourquoi ne vous l'ai-je pas dit? J'ai répété sa question, ma voix douce mais portant le poids de 2 décennies de silence. Parce que vous n'avez jamais demandé. Pas vraiment, a-t-elle commencé à protester. Bien sûr, j'ai demandé, mais j'ai levé la main. Non, vous avez demandé pourquoi je n'étais pas à la maison pour Noël. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement avoir un travail normal. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas être plus comme Alex. Vous n'avez jamais regardé une seule fois pour demander, Cameron, qui es-tu? Qu'est-ce qui te motive? Es-tu heureux? Vous n'avez jamais posé de questions sur moi. Vous vous êtes toujours plaint de qui je n'étais pas. J'ai fait un pas de plus, ma voix baissant encore. Ma vie n'est pas un secret parce que j'en ai honte, maman. Elle est un secret parce qu'elle doit l'être. Le travail que je fais. Il protège les gens. Il protège ce pays. Il protège cette famille. Que vous l'appréciez ou non, pour le faire, je dois être un fantôme. J'ai accepté cela. Mais je n'aurais jamais cru que ma propre famille essaierait de me mettre dans une tombe. Des larmes montaient dans ses yeux, mais c'étaient des larmes d'apitoiement, pas de compréhension. Nous t'aimons, Cameron, a-t-elle commencé. Les mots sonnant creux et automatiques. Non, ai-je dit, le mot ferme et définitif. Vous aimez l'idée de moi, la version qui correspond à votre vie. Le fils prodigue que vous pourriez un jour accueillir à la maison. Vous n'avez jamais vu l'homme qui se tient devant vous ce soir. Cela l'a prouvé au-delà de tout doute. J'ai jeté un coup d'œil à ma grand-mère, qui se tenait maintenant seule près de la porte. Je lui ai adressé un petit signe de tête triste. Elle m'a rendu le signe, une entente silencieuse passant entre nous. Elle était la seule. Le général Delaney a raison, ai-je dit en me tournant vers ma mère. Papa aurait eu honte. Pas de moi, mais de ce qu'est devenue cette famille. Je me suis retourné et je suis parti, descendant les marches du porche et me dirigeant vers le VUS qui m'attendait, où le général Delaney était déjà. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que si je le faisais, je verrais la même confusion, la même incapacité à comprendre son propre rôle dans la destruction de sa famille. Il n'y avait pas de victoire là-dedans. Pas de satisfaction, juste une profonde et poignante tristesse pour ce qui aurait pu être, et la froide et dure certitude de ce qui était maintenant. La porte du VUS s'est refermée, me scellant à l'intérieur de l'habitacle calme et climatisé. « Tu vas bien, Cameron ?» a demandé Delaney, sa voix plus douce maintenant. « Ça ira ?» ai-je dit, regardant la petite maison bleue s'éloigner dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une autre lumière dans l'obscurité. J'étais rentré chez moi à la recherche d'une fin, et je l'avais trouvée. Les 8 mois suivants furent un tourbillon de procédures judiciaires. L'affaire d'Alex fut traitée rapidement par le système fédéral. Son titre de chef de la police locale ne signifiait rien ici. En fait, cela a aggravé les choses.
C'était un officier de la loi qui l'avait volontairement enfreinte. Et la procureure fédérale, une femme perspicace nommée Alana Reed, était déterminée à faire de lui un exemple. L'équipe de défense d'Alex a tout tenté. Ils ont déposé des requêtes pour que l'affaire soit transférée devant un tribunal local, arguant qu'il s'agissait d'un différend familial qui avait dégénéré. Refusé. Ils ont soutenu qu'Alex agissait de bonne foi pour dénoncer ce qu'ils croyaient être une entreprise criminelle. Reed a démoli cet argument en présentant des années d'enquête de fond non autorisées d'Alex à mon sujet, prouvant un schéma de harcèlement et d'obsession de longue date. Je n'ai pas été tenu de témoigner en audience publique. Mon témoignage a été donné lors d'une déposition scellée dans une installation militaire sécurisée, en présence du général Delaney. J'ai simplement exposé les faits, l'invitation à dîner, l'arrestation, les preuves présentées. Je n'ai pas fait de commentaires. Je n'ai pas parlé de rivalité fraternelle ou d'histoire familiale. Les faits étaient suffisamment accablants eux-mêmes. Le témoin clé, ironiquement, fut le détective privé qu'Alex avait engagé, Markham. Il avait conclu un accord de plaidoyer à son témoignage en échange de charges moindres concernant ses propres activités illégales. À la barre, c'était un homme accablé par le regret. L'interrogatoire de la procureure Reed était précis. Monsieur Markham, après avoir acquis les documents de l'appartement de mon client, quelle a été votre évaluation professionnelle? Markham a ajusté sa cravate. Ils étaient réels, et ils étaient sérieux. Je suis détective privé depuis 20 ans. On voit beaucoup de faux, de ceux qui se prennent pour d'autres. Ce n'était pas ça. C'était du matériel classifié de haut niveau. Le genre de choses qui vous envoie en prison pour longtemps. Et avez-vous communiqué cette évaluation à votre client, Monsieur Alex Caldwell, a demandé Reed. Oui, a dit Markham, sa voix ferme. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est du renseignement réel. Vous devez laisser tomber ça, brûler les dossiers et vous en aller, sinon vous allez vous attirer un monde de problèmes. Et quelle a été sa réponse? Markham a soupiré. Il s'est moqué de moi. Il m'a traité de lâche. Il a dit que je n'avais pas l'estomac pour le vrai travail de police. Il a dit qu'il allait être un héros et que je lirais des articles sur lui dans les journaux. La salle d'audience était silencieuse. Alex, assis à la table de la défense, fixait Markham avec une haine pure. Son avocat local avait l'air vaincu. Le procès a duré 3 jours. La plaidoirie de clôture de Reed fut dévastatrice. Elle a dépeint Alex non pas comme un frère égaré, mais comme un fonctionnaire arrogant qui a utilisé l'apparence de la loi comme une arme pour régler un compte personnel et, ce faisant, a mis en danger la sécurité nationale de manière imprudente. Il ne s'agit pas de la famille, a-t-elle conclu en désignant Alex. Il s'agit d'un homme qui a enveloppé sa jalousie personnelle dans un drapeau et un badge. Il n'a pas servi la loi. Il a essayé de faire en sorte que la loi le serve, et pour cela il doit y avoir une conséquence. Le jury a délibéré moins de 2 heures. J'étais là pour la prononciation de la sentence, assis à l'arrière de la salle d'audience en civil. Alex a été amené, vêtu d'une combinaison orange standard, le fier chef de police réduit à un détenu ordinaire. Il avait perdu du poids. Son visage était pâle et émacié. Il semblait brisé. Lorsque le juge a prononcé la sentence, un murmure a traversé la salle d'audience. 12 ans dans un pénitencier fédéral, avec un minimum de 5 ans avant qu'il ne soit même éligible à la libération conditionnelle. Il lui a été définitivement interdit de posséder une arme à feu ou d'occuper toute fonction publique pour le reste de sa vie. Un suivi psychiatrique obligatoire faisait également partie de la sentence. Ma mère n'était pas là. Elle ne pouvait pas supporter de voir son fils chéri enchaîné. Le seul membre de la famille présent était ma grand-mère. Elle était assise quelques rangs devant moi, le dos droit, le visage impassible. Alors qu'ils emmenaient Alex, elle a fermé les yeux et une seule larme a tracé un chemin sur sa joue ridée. Ce n'était pas une larme pour l'homme emmené en prison, j'ai réalisé. C'était une larme pour le petit garçon qu'il avait été et pour la famille qu'il avait irrévocablement brisée. 2 ans passèrent. La vie, comme elle le fait, continua. Je me suis plongé dans mon travail. L'incident à Chesterville avait rendu nécessaire un changement dans mon statut opérationnel. Ma couverture avait été éventée, du moins dans certains cercles du gouvernement. Cela a conduit à une promotion à un rôle plus administratif et stratégique au Pentagone. Je n'étais plus un fantôme sur le terrain.
J'étais l'une des personnes qui les dirigeait. C'était un autre type de pression, mais une pression bienvenue. Alex m'écrivait des lettres de prison. Les premières étaient remplies de rage et de reproches. Puis elles ont évolué vers des supplications d'aide, me demandant d'utiliser mon influence pour obtenir une réduction de sa peine. Les dernières étaient décousues, introspectives, essayant de comprendre comment sa vie avait déraillé de manière si spectaculaire. J'ai lu la première, scanné la seconde, et brûlé le reste sans les ouvrir. Il n'y avait plus rien à dire. Mon seul contact avec Chesterville se faisait par l'intermédiaire de ma grand-mère. Nous nous parlions au téléphone toutes les quelques semaines. Elle ne mentionnait jamais Alex ou ma mère. Nous parlions de son jardin, du temps, des livres qu'elle lisait. Lors d'un appel, elle a mentionné que ma mère était un désastre, parlant de la façon dont elle sentait que sa vie était une imposture, envisageant même un divorce de la mémoire de notre père. Si profonde était sa désillusion. Mais elle n'a jamais franchi le pas. Nos appels étaient notre accord tacite pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas défini par les débris du passé. J'ai aussi commencé à consulter le docteur Sharma, un thérapeute à la base. C'était la suggestion de Delaney. Même les généraux ont du bagage, Cameron, m'avait-il dit. Mieux vaut le déballer avant qu'il ne devienne trop lourd. Lors d'une de nos séances, le docteur Sharma m'a posé des questions sur la racine de la jalousie d'Alex. Ça a dû commencer quelque part, a-t-elle dit. Un ressentiment comme ça est une graine qui est arrosée pendant longtemps. Et puis un souvenir a refait surface. C'était petit, insignifiant, mais soudainement limpide. J'avais environ 10 ans. Alex en avait 13. Notre père m'aidait avec un modèle d'avion complexe, une réplique d'un avion de chasse. J'avais le sens du détail, de la patience, et j'avais fait du bon travail. Quand il a eu fini, mon père l'a tenu à la lumière et a dit, « Tu vois, Cameron, tu as l'esprit d'un stratège. Tu vois la situation dans son ensemble avant même de commencer. C'est une autre forme de force. » Alex se tenait dans l'embrasure de la porte. Il venait de rentrer de l'entraînement de football, couvert de boue et de sueur, tenant un petit trophée. Il avait entendu ce que papa avait dit. J'ai vu le regard sur son visage alors, le flash de la blessure d'être négligé, même dans son moment de triomphe. Notre père avait loué ses réalisations physiques, ses touchés, sa force. Mais il avait loué mon esprit. Alex était le héros, ai-je dit au docteur Sharma, la réalisation s'installant lourdement dans ma poitrine. Il était le fort, le protecteur. Mais mon père a vu une autre forme de force en moi. Et Alex ne pouvait pas le supporter. Il a passé le reste de sa vie à essayer de prouver que ma force était un mensonge, une faiblesse, une fraude. Il devait être le seul. Ce n'était pas une excuse pour ce qu'il a fait. Mais c'était une raison humaine triste et pathétique. Il n'avait pas seulement été jaloux de ma carrière. Il avait été jaloux d'une seule phrase prononcée par notre père dans un garage poussiéreux il y a 30 ans. Il s'était construit une prison de ressentiment bien avant que le gouvernement fédéral ne lui en construise une physique. À ce moment-là, assis dans le bureau silencieux du docteur Sharma, je n'ai pas ressenti de colère envers mon frère. Pour la première fois, j'ai juste ressenti une profonde pitié. Aujourd'hui, je me tenais sur une plateforme d'observation au Pentagone, regardant le Potomac vers les monuments de Washington, D.C. Le monde que j'habite maintenant est celui des stratégies globales, des guerres silencieuses menées dans l'ombre, des décisions qui affectent des millions de personnes qui ne connaîtront jamais mon nom. C'est un monde d'une immense responsabilité. Et je suis en paix avec cela. Je ne pense plus à cette nuit à Chesterville avec colère ou douleur. C'est devenu une cicatrice, un rappel d'une bataille que je n'ai pas choisie mais que j'ai dû mener. C'était une bataille pour ma propre identité. Pendant des années, j'ai laissé la perception que ma famille avait de moi jeter une ombre sur ma vie. J'ai laissé leur définition provinciale du succès et du devoir me faire sentir comme un étranger. Mais cette nuit-là, Alex, dans sa tentative désespérée de me détruire, m'a accidentellement libéré. Il a forcé une confrontation que j'avais évitée toute ma vie. Et ce faisant, il m'a permis de voir la vérité. Ma valeur n'est pas déterminée par l'approbation de ma famille. Elle est forgée dans mes actions, mon intégrité et mon engagement envers un objectif plus grand que moi. Parfois, les gens qui partagent votre sang seront ceux qui essaieront de vous définir par les parties d'eux-mêmes qu'ils ne supportent pas. Ils projetteront leur propre peur et échec sur vous.
Et la chose la plus difficile, mais la plus nécessaire, que vous puissiez faire est de refuser d'accepter leur définition. Vous devez construire votre propre vie selon vos propres termes. Mon nom est Général Cameron Caldwell, et je suis enfin chez moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous deviez choisir entre votre famille et votre propre vérité? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.